Bonjour à tous et bienvenue sur Tirelire Cassé pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un petit peu le point sur deux gros achats que j'ai fait récemment et sur lesquels j'ai reçu pas mal de questions. Du coup, je vais essayer d'y répondre, à savoir donc les haut-parleurs Klipsch que j'utilise donc comme moniteur pour mon PC et mon nouvel écran LG 38GL 950. Du coup, on va commencer par les enceintes, savoir est-ce que je suis content de mon achat après donc plusieurs semaines d'utilisation ou est-ce que je regrette un petit peu. Deux choses, si vous avez un budget serré, les Logitech Z que j'avais avant faisaient largement le taf. Franchement, elles se vendent autour de 150 euros, on les trouve autour de 100 euros en occasion. Franchement, elles faisaient très très bien le taf. C'est vraiment si vous avez un peu de sous de côté ou vous voulez vous faire un caprice ou pour Noël ou autre, que ça vaut vraiment le coup d'investir dans un très gros setup comme ça. À savoir qu'en fait moi pour les acheter j'ai vendu mon casque Oculus Rift S que je n'utilisais jamais, je l'allumais une fois par mois et encore. Et du coup j'ai vendu mon casque pour acheter les enceintes, donc c'était un troc gagnant-gagnant on va dire. Bien sûr si vous comparez les deux, les Klipsch sont 10 fois supérieurs, mais comme je vous disais, le kit d'enceinte Logitech que j'avais était déjà très 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 bien. De toutes les enceintes bureau que j'ai pu écouter ou tester, pour moi ça a vraiment été les meilleurs. Donc je vous recommande, voilà, budget serré, ces Logitech là, je remettrai en vidéo sous la vidéo la référence. C'était les 926 de mémoire, mais je ne veux pas dire de bêtises, ou 626. Il y a une nouvelle référence en plus qui est sortie depuis, donc je vous mettrai ça dans les commentaires. Et là, dans la vidéo, pendant que je parle, en arrière-plan, je vais incruster le modèle exact. Mais voilà, après, les choses que j'ai remarquées sur les Klipsch, si vous les utilisez comme carte son, c'est-à-dire que si vous les branchez à l'ordinateur avec la prise USB qui est fournie, bon le son est très très bon, hein, ça change rien, mais elles ne s'éteindront pas et ne s'allumeront pas automatiquement. Voilà, c'est un défaut, j'ai tourné le problème dans tous les sens. Par contre, si vous les branchez à votre carte son avec un câble jack classique, si elles ne reçoivent pas de son pendant, je pense que c'est 10 minutes, elles vont s'éteindre automatiquement, et dès que vous allez jouer quelque chose, elles vont se rallumer automatiquement. Du coup, moi je suis passé en jack, hein, j'ai viré le câble USB, et je passe maintenant par ma carte son. À l'oreille, il n'y a aucune différence, hein, les cartes son maintenant des PC sont quand même excellentes. Du coup, voilà, à savoir. Ensuite, c'était un défaut que j'avais lu sur internet, elles ont un petit sifflement lorsqu'elles sont allumées. Alors dans un environnement normal, avec un peu de bruit, c'est inaudible. Mais par exemple, là, si le soir quand j'enregistre, là ça doit être... quelle heure il est 2h du matin, tout le monde dort, il n'y a aucun bruit. Là, mon PC étant quand même très très silencieux, on n'entend pas le bruit des ventilateurs avec le water cooling. J'entends le bruit des enceintes, le petit sifflement qui est toujours persistant, que l'on n'entend pas lorsqu'on écoute de la musique ou qu'on joue ou autre, hein. C'est vraiment lorsqu'on est en silence total, on sent que l'ampli, vu que c'est des enceintes amplifiées, l'ampli est en marche et il y a ce petit psss qu'on entend, voilà, qui peut perturber si jamais voilà, on travaille ou autre, qu'on est sensible un peu au bruit aigu, parce que c'est un petit sifflement aigu. Mais c'est important de le voir, en sachant que c'est un défaut entre guillemets de ces enceintes qui est là sur 3 générations. Et on retrouve facilement, surtout sur Reddit, des gens qui essayent de trouver une solution, mais il n'y en a pas. Il y a même des gens qui ont changé les condensateurs ou autres, il y a des fous furieux. Ce sifflement est dû à l'ampli de puissance qui est intégré, et il n'y a absolument rien à faire. Voilà. Donc si vous passez sur ce genre de produit sur votre bureau où on est à quelques centimètres, on est à 50-60 cm des enceintes, sachez qu'on a ce petit sifflement. Ensuite, ce qui est super bien, sinon, on va pas rester sur une note négative, c'est voilà, le caisson de basse, c'est de la même marque, il est vraiment bien proportionné, donc le 100S, prenez pas plus gros je pense, mais le 100S est vraiment proportionné avec les 15 PM. Du coup, ce qui est agréable, c'est qu'il s'allume pareil automatiquement et s'éteint automatiquement avec. Comme je vous l'avais dit au niveau des réglages, le potentiomètre de gain est mis sur le milieu, et sur la télécommande, hop, j'ai récupéré la télécommande, j'ai désactivé, donc en appuyant sur cette touche là, vous désactivez l'amplification des basses, il n'y a absolument pas besoin. Et du coup, je trouve le réglage très équilibré et très agréable, que ce soit pour les jeux, pour la musique,
Bon, film, je regarde pas de film sur l'ordinateur, mais lors d'une vidéo, je suis pas choqué par soit un manque de basse, soit un surplus de basse. Donc au niveau du réglage, c'était vraiment super simple. Autre chose, donc vous l'avez vu sur la vidéo, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la regarder, j'utilise des pieds d'enceinte donc isoacoustiques dont l'utilité est d'éviter le transfert de vibrations donc sur le bureau et d'éviter toutes les résonances. Ça pareil, c'est un choix qui est accessoire, il n'est pas obligatoire, parce que c'est pas donné, ça vaut presque une centaine d'euros. Peut-être un peu moins maintenant sur Amazon. Mais voilà, j'ai également, alors que je n'utilisais pas pour ces enceintes-là, mais pour d'autres moniteurs, vous avez, sinon, ils vendent des espèces de petits socles en mousse un peu inclinés, qui font très bien le taf aussi. Mais voilà, j'avais ces moniteurs-là, et là, l'avantage de vraiment les surélever, c'est qu'elles sont vraiment à hauteur de mes oreilles, ce qui est l'idéal pour le son. Maintenant, sur l'écran, donc le LG 38GL950, donc que j'avais acheté suite à la réception puis casse de mon écran Samsung Odyssey G9. Il faut savoir que je m'étais dit, ici on a 30 jours pour ramener sans qu'on vous pose de questions. Donc ça c'est pratique, je m'étais dit je le prends. Si le G9 est disponible, je ramènerai celui-là et je prendrai le G9. Donc il se trouve qu'ici le G9 commence à être disponible. Il y en a eu chez Newegg, il y en a eu aujourd'hui chez Best Buy. Bon, ils partent en moins de 10 minutes, tout le stock est vendu. Mais ils sont vendus 200 $ de moins qu'avant, parce qu'il était vendu donc 1699 $, donc on va dire 1500 €. Et là, ils font 200 $ déjà de remise partout, même sur le site officiel de Samsung. Bon, il n'y a pas de stock en plus, mais sur Samsung, ils font 100 $ de remise. Donc il est déjà remisé alors qu'il n'est pas sorti. Et je m'étais dit, dès que le Samsung est dispo, je commande le Samsung, je ramène celui-là, et je récupère le setup qui était prévu au départ. Sauf que, malgré la différence de prix, parce que cet écran-là fait donc ici 1799, donc 1800 $, donc ça doit faire 1600 €, donc il est plus cher que le Samsung, cet écran n'a pour moi absolument aucun défaut. La dalle est exceptionnellement rapide, je n'ai jamais vu ça. Il est ultra lumineux, pour vous dire, j'ai toujours utilisé mes écrans à 100% de luminosité. Voilà, j'aime quand ça claque un peu. Celui-ci, je suis à 50, parfois je le monte à 60, mais en général je le redescends après, surtout le soir. Je suis à 50% de luminosité et ça arrache déjà vraiment. Comparé donc à mon Asus qui était un Asus P348Q, PG348Q, qui était un excellent écran aussi, donc dalle IPS, même chose. Quand ils sont côte à côte, le Asus est à 100%, et là aujourd'hui il est moins lumineux que mon LG qui est aujourd'hui réglé à 60%. Donc c'est vraiment assez spectaculaire. Je, par contre, ne reste toujours pas convaincu par le HDR. Alors, je ne le suis pas déjà sur un Blu-ray, donc je ne suis pas une référence là-dessus. Mais voilà, aujourd'hui, pour le HDR, c'est un HDR 400. Donc, les pros, on va dire, vous diront que c'est pas du tout du vrai HDR. Moi, je l'utilise pas, donc je peux pas me prononcer là-dessus. Je n'ai pas eu de nouveaux problèmes donc d'écran qui s'éteint, comme je vous l'avais montré dans la vidéo, qui clignote, suite à la petite manipulation dans les drivers Nvidia. Par contre, j'ai remarqué un défaut que je n'avais pas sur mon ancien écran, que j'ai avec celui-ci. Dans certaines applications, lorsqu'elle se lance, ma souris va se mettre à ramer comme si je passais à 20 Hz. Le seul remède entre guillemets que j'ai trouvé, je vais vous le mettre là en incrusté pareil, je vais vous faire la manip, c'est d'aller donc dans les drivers Nvidia, d'ajouter le programme qui correspond, enfin le .exe, l'exécutable qui correspond au programme en question, et de désactiver manuellement le G-Sync. Et à ce moment-là, on n'a plus aucun problème. Mais voilà, sur les logiciels Adobe, on a le problème. Vous voyez par exemple avec le logiciel où j'enregistre, le logiciel de Logitech de capture vidéo, j'ai eu le problème. Donc je vous montre la manip, si jamais, pour que vous puissiez corriger le problème aussi à la maison. Ensuite, donc je vous disais, donc je ne vais pas remplacer mon écran LG par l'écran Samsung. Je vais le garder. Les écrans Samsung qui sont livrés actuellement, il y a deux possibilités. Soit vous allez recevoir un écran, donc premier batch, qui a été ouvert et vérifié avec un logo, un sticker QC, donc Quality Check, donc service qualité, et c'est censé, donc c'est un produit qui a déjà été ouvert et manipulé, qui vous renvoie, qui est censé être vérifié, mais les problèmes de décollement de la dalle par exemple n'apparaissent que après quelques jours d'utilisation pour certains. Donc si vous l'avez d'entrée de jeu, c'est fait, mais vous ne le recevrez pas parce qu'ils l'auront vérifié. Mais si c'est pas le cas, ils vous l'ont envoyé et 10 jours après, la dalle va se décoller, donc vous êtes emmerdé. Soit ils vous envoient un batch qui n'est absolument pas corrigé,
On est en train de voir ça partout, que ce soit pour les batchs qui sont livrés en France ou en Europe, et les batchs qui sont livrés ici aux États-Unis, quel que soit le numéro de série, quelle que soit la date de fabrication, les écrans Odyssey G9 qui sont livrés n'ont absolument pas été changés en termes de fabrication et présentent les mêmes défauts, à savoir très très fréquemment, et c'est étonnant pour une dalle Samsung, des pixels défectueux, pixels morts, des halos colorés à droite à gauche de l'écran qu'on pourrait attribuer à la manipulation, mais c'est tellement fréquent sur internet qu'on se demande vraiment si c'est dû à la manipulation. Et sinon, ce décollement de la dalle qui commence toujours d'un côté ou de l'autre avec 1 ou 2 cm où on voit donc le rétroéclairage, mais qui, au bout de quelques jours d'utilisation, avec la chaleur dégagée par l'écran, ça s'agrandit, et vous avez des gens qui ont des décollements de 20 cm de la dalle. Franchement, c'est pas terrible. Associé à ça, toujours malgré le dernier firmware, donc le 100.5, toujours des scintillements ou le module G-Sync qui ne fonctionne pas. Très honnêtement, et puis le fait qu'il n'y ait toujours pas de pied, même Ergotron a bien fait un post sur leur page officielle en disant n'utilisez pas notre pied, notre bras pour tenir l'écran, le vérin qui fait basculer l'écran, donc pour l'inclinaison, le ressort n'est pas du tout solide suffisamment pour supporter, non pas le poids de l'écran, mais le centre de gravité qui est très très porté sur l'avant. Et vous avez vu, si vous avez vu ma vidéo de casse, vous avez vu comment il a basculé. Il y a d'autres personnes qui l'ont basculé, il y a une vidéo que j'ai vue hier ou avant-hier où quelqu'un, il l'a pas cassé, il a eu de la chance, mais en le manipulant, on voit très bien que il part sur l'avant, et donc voilà, aujourd'hui il n'y a pas de bras qui puisse le tenir, et puis moi j'aime bien avoir mon bureau très propre, où il n'y a vraiment rien en dessous, les écrans flottent au-dessus du bureau, on gagne de la place, et aujourd'hui il n'y a pas de bras qui le supportent. On peut bricoler, il y a 2 tutos sur internet qui montrent comment installer soit des écrous de chaque côté pour empêcher que le pivot se fasse, soit en récupérant une partie du bras d'origine et en l'installant avec 2 équerres en métal sur le bras Ergotron. Enfin, c'est vraiment du bricolage. Alors il paraîtrait qu'Ergotron travaille donc sur un bras compatible ou une pièce compatible, mais qui sortira pas avant plusieurs mois. Donc voilà. Donc tous ces défauts, moi, me refroidissent un petit peu, et je me dis voilà, le LG fonctionne très très bien, il est déjà énorme. J'en viens donc à mon deuxième point, est-ce que ça vaut le coup de passer, parce que j'ai eu la question, d'un 34 à un 38, à ce moment-là, la réponse elle est simple, c'est oui et non. Ça va vraiment dépendre de vous. Ça va dépendre de quoi? Déjà du budget. Alors, entre le LG 34 pouces et le LG 38 pouces, ici il y a 700 $, donc presque 800 $, d'écart, donc on va dire 600 € avec la taxe. 600 € entre les deux. Est-ce que la différence de prix est justifiée? Clairement, pas du tout. Ce sont les mêmes écrans, la même dalle est juste un peu plus grande pour l'un. Est-ce que la différence de prix est justifiée? Pas du tout, et c'est la première réflexion que je me suis fait, parce que moi j'ai eu le 34 et le 38 dans la même journée, donc j'ai vraiment pu comparer les deux. Donc en premier coup, non. Le 34 est déjà largement suffisant. Par contre, c'est là où on a le deuxième effet qui se coule, et c'est là où je vais vous perdre, lorsque je repasse sur mon 34 pouces, ou sur le PC de ma femme qui est collé à moi, il manque un bout d'écran. L'écran paraît excessivement petit, ce qui est stupide, parce qu'en largeur il n'y a que 10 cm de plus, et en hauteur il n'y a que 3 cm de plus, mais on sent la différence. Lorsqu'on passe du 38 au 34, on la sent. Du 34 au 38, très honnêtement, je ne l'ai pas vraiment senti. Mais du 38 au 34 à aujourd'hui, oui, quand je m'assois sur le PC de ma femme pour faire quoi que ce soit, je me dis il manque un bout d'écran. Et à aujourd'hui, est-ce que je referai l'achat donc 38 par rapport à 34? Oui. Mais pareil, voilà, ça dépendra du budget. Moi j'avais économisé pendant des semaines depuis le CES de Las Vegas pour m'acheter le Samsung Odyssey. Et c'est un budget quasiment équivalent. La seule chose qui me retient sur le LG, c'est que mon écran n'a absolument aucun défaut, je touche du bois aujourd'hui, comparé à celui de Samsung qui est pas fini. Il est sorti pas fini, et je préfère attendre le Samsung Odyssey G10 l'année prochaine. Et à ce moment-là, je remplacerai celui-ci, mais voilà, je pense pas que je sauterai le pas. Tous les jours j'y réfléchis, ce matin quand j'ai vu qu'il était disponible sur Best Buy, c'est l'équivalent de la Fnac, j'ai failli passer commande, pour vous dire. Et il y avait 200 $ de remise immédiate, livraison donc lundi ou mardi, donc très rapide, mais prendre le risque d'avoir un écran où on sait qu'on va avoir sûrement des pixels morts, parce que si vous regardez les posts Reddit autant que je les regarde, que je passe ma journée dessus,
C'est stupéfiant de voir que Samsung, qui est un fabricant de dalles comme LG, n'arrive pas à avoir des dalles à curver de bonne qualité pour son écran. Je suis un peu impressionné. Et après, bon, ses défauts, et Samsung qui n'a pas communiqué officiellement, alors que moi qui en avais acheté un, j'ai bien reçu par texto et par mail, et ils m'ont appelé, ils m'ont laissé 2 messages en me disant votre écran est défectueux, on veut vous le changer, donnez-nous le numéro de série pour qu'on fasse l'échange et tout. Voilà, en sachant qu'en plus ils proposent même de venir apparemment le récupérer chez vous et de vous en laisser un autre, ce qui est bien. Mais il n'y a pas eu de rappel officiel, et voilà, il y a des écrans qui sont livrés là partout, que ce soit chez vous en France, je vous dis en Europe, parce qu'on regarde des posts en Suède, en Pologne, en Allemagne, les gens ont les mêmes problèmes, et ici aux États-Unis, et en Australie aussi, parce que je regarde sur le Reddit australien, les gens constatent que l'écran arrive encore avec les mêmes défauts, ce qui est complètement hallucinant. Et même si ce sont des nouvelles dates de fabrication, parce qu'avec le numéro de série on y arrive, il y a un fichier Excel qui circule sur internet où les gens mettent bénévolement le numéro, où est-ce qu'ils l'ont acheté, quand est-ce qu'ils l'ont acheté, le numéro de série. On peut identifier comme ça la date de fabrication. Est-ce qu'ils ont des défauts? Oui, non. Et on voit que même les nouveaux batchs ont les mêmes défauts. À savoir que voilà, l'écran a la dalle qui se décolle, beaucoup de pixels morts, que l'écran va avoir peut-être des problèmes de halo lumineux, le module G-Sync qui ne fonctionne pas comme il faut, et il y a d'autres choses en plus, il y a des trucs un peu plus tordus, qui peuvent sûrement être réglés par un firmware, mais par exemple, vous ne pouvez pas brancher un deuxième écran sur votre ordinateur. Si vous branchez, enfin vous pouvez, mais vous allez voir la limitation, si vous branchez une télé, ou vous branchez un deuxième écran pour faire du multi-écran, ou si vous avez votre chambre avec une télé et votre écran d'ordinateur, et vous utilisez votre PC comme centre multimédia, bah déjà votre écran va être bloqué en 120 Hz au lieu de 240, ce qui est ridicule, et surtout, vous avez des gens où l'écran s'éteint et ne se rallume plus. Il faut débrancher le deuxième écran pour pouvoir rallumer le Samsung, rebrancher derrière. Donc vous avez ce défaut-là, vous avez les défauts où en fait l'écran se met en veille mais ne se rallume plus derrière quand vous rallumez le PC. Enfin, il y a un nombre de postes totalement délirants sur cet écran qui pourtant, vous le savez si vous avez vu mes vidéos précédentes, c'était vraiment mon rêve, comme un rêve de gosse. Depuis que je l'ai vu au CES, je ne pensais qu'à ça. J'ai mis des sous dans ma petite caisse noire tous les mois en me disant allez, quand il sort, c'est bon. Bon, j'ai eu la frayeur quand il avait été annoncé au mois de juin, où en fait on avait le prix en dollars de Singapour, où c'était marqué 3000 $, et je me suis dit bon ça va, je vais pas mettre 3000 balles dans un écran, et en fait c'était dollars de Singapour qui sont pas les mêmes que les dollars américains, et donc à 1600, 1700 $, c'était à peu près l'argent que j'avais prévu, ça passait, mais voilà, l'écran a trop de défauts, et aujourd'hui voilà, moi je préfère rester sur mon LG qui est déjà grand. Là je suis à on va dire à 50, 60, 70 cm de mon écran. Il remplit déjà complètement mon champ de vision, j'ai pas besoin de tordre mon cou pour regarder à droite ou à gauche, donc certainement que l'immersion sur le G9 est exceptionnelle, mais aujourd'hui, à moins d'avoir une très belle politique de retour, le jeu en vaut pas la chandelle, je pense, en tout cas en ce qui me concerne, et voilà, je vais rester sur mon LG. Au niveau du LG, dans les questions qu'on m'a posées aussi, alors déjà le LG est calibré d'usine quand vous le recevez, moi je n'ai absolument rien touché. J'ai juste augmenté un peu la luminosité, je suis passé de 50 à 60, parce que moi j'aime vraiment quand ça arrache la figure, mais ça c'est vraiment un avis personnel, donc je n'ai touché absolument à rien. L'overclocking, donc jusqu'à 175 Hz, mais bien rester à 160 pour ne pas avoir de dégradation, enfin de compression d'image, et avoir donc la palette de couleurs RGB complète, mais 160 Hz avec autant de pixels, il faut pouvoir les alimenter. Et 160 entre 100 et 120, donc sans la différence, 120, 140, on sent encore la différence, 140, 160, on la sent plus, alors 160, 175, autant vous dire qu'à part être un pro, on voit pas la différence. Donc ça, ensuite quoi d'autre, si le cercle de LED à l'arrière qui sert aussi d'ambilight, voilà, moi je l'ai mis au strict minimum parce qu'en fait il est vraiment très puissant, et pour dire qu'il est aussi puissant que ma bande LED que j'ai autour de mon bureau, et du coup oui, je l'ai mis au minimum parce que c'était quand même très perturbant, parce que vu que c'est censé faire ambilight, ça éclaire aussi le bureau derrière, c'était un peu trop fort, donc moi je l'ai mis au minimum, mais on peut l'éteindre hein, aussi s'il y a besoin, donc ça c'est bien. Ensuite, le module G-Sync donc, qui est intégré dans cet écran, hein, il est plus cher que le GN, donc le LG38 GN 950, parce que le GN, donc déjà il n'est que 160 Hz, c'est un 144 overclock à 160, c'est un HDR 600, donc il y a normalement de meilleure qualité pour ceux qui apprécient le HDR,
mais c'est un écran qui n'inclut pas le module réel G-Sync, il est juste compatible G-Sync. Et du coup, moi j'avais peur que ça me fasse le même problème que sur le 34 que j'avais acheté, qui était un GN, donc la nouvelle version, parce que le GL c'est l'ancienne version, on va dire de fin d'année 2019, mais qui n'a pas vraiment été disponible avant le début de cette année, et le GN on le trouve facilement en 34 pouces, donc le nouveau modèle, mais en 38 pouces il est en rupture de stock partout, donc même avant le confinement il était déjà introuvable, et aujourd'hui il est toujours introuvable, donc il va être vendu moins cher que celui-ci, mais sans votre module G-Sync. Et pour moi, je pense que le module G-Sync est important parce que déjà, vous avez une plage de fréquence où il fonctionne donc de 30 à 175 Hz, alors que la compatibilité, je crois, démarre à 60 et doit être limitée jusqu'à 144. Donc c'est quand même moins bien. Puis moi, j'avais cet écran qui s'allumait, qui s'éteignait sans arrêt, c'était assez chiant. Donc ça, et donc le défaut qui avait failli m'empêcher d'acheter cet écran, c'était que donc vu qu'il y a un module G-Sync dynamique, c'est une puce, il y a un ventilateur dessus, un tout petit ventilo, et ces petits ventilos, bah souvent ils sont bruyants, c'est-à-dire que vous entendez un petit bruit strident aigu quand ils se mettent en marche, en sachant que c'est un ventilateur qui ne tourne pas en permanence, donc il fonctionne en fonction de la température du module G-Sync, donc il s'allume, il s'éteint, il s'allume, il s'éteint, ce qui est pire, il vaut mieux qu'il fonctionne tout le temps, qu'il s'allume, il s'éteint, et en fait, si vous regardez un peu sur Reddit, vous allez trouver beaucoup de posts où les gens les ont carrément renvoyés, les gens les ont ouverts aussi, parce qu'en fait, il y a deux ventilateurs, mais c'est le petit du G-Sync qui pose des problèmes. Ils ont essayé de le bloquer avec du papier, enfin, ils ont essayé plein de trucs pour se débarrasser de ce bruit. Et il faut savoir que sur les nouveaux batchs, là, LG a changé le ventilateur, parce qu'ils ont eu beaucoup de plaintes de clients, et celui-ci, même si je mets mon oreille posée sur la dalle, il est 100% inaudible, et croyez-moi, je suis ultra sensible au son, je dis, mes clips, à un moment, j'ai même pensé les renvoyer, parce qu'il y a ce petit filet, comme ça, ce petit, en anglais on appelle ça un hiss, ce petit sifflement un peu désagréable, mais voilà, l'écran, par contre, ne fait strictement aucun bruit. Qu'est-ce que j'ai eu sinon comme autre demande? Je pense que c'est à peu près tout. Voilà, je vais m'arrêter là parce que la vidéo commence déjà à être très longue. Mais voilà, j'espère avoir répondu à toutes les questions. N'hésitez pas, si vous en avez d'autres, me remettre vos questions, je réponds à toutes, il n'y a pas de problème. Et même si vous avez des questions sur le boîtier Corsair, parce que j'ai quelqu'un qui m'a posé 2-3 questions aussi sur le boîtier Corsair, allez-y, s'il vous faut même des photos, je vous les partagerai sans aucun problème. Vu que pour l'instant, ma société n'a pas réouvert avec le confinement en Californie. Enfin, on peut réouvrir depuis lundi, mais vu les conditions de réouverture des entreprises, moi je préfère garder la mienne fermée pour l'instant. Donc j'ai du temps si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit. Allez, je vais m'arrêter là, la vidéo doit être très longue, je vais je pense faire beaucoup de coupes à l'intérieur pour que ce soit un peu plus dynamique et moins chiant à regarder. Et je vous dis à très vite sur Tirelire Cassé. Ciao.